Bonjour à tous. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui à la médiathèque de Saint-Paul-le-Jeune dans le cadre de la Journée nationale des souvenirs des victimes de la déportation et des héros de la déportation. Je voudrais tout d'abord excuser M. Léverino, sous-préfet de l'Argentière, M. Brun, député de l'Ardèche, Mme Vantalon, M. Darnaud, sénateur de l'Ardèche, ainsi que Mathieu Salel, conseiller départemental, qui présente ce matin quelques signes de Covid. Je salue la présence de Mme Rieu-Fromentin, conseillère départementale, et de M. Teston, ancien sénateur de l'Ardèche et président d'honneur du musée de la Résistance et de la déportation de l'Ardèche. Je salue également la présence de M. Crouzet, qui est président de l'ANASR de l'Ardèche. Je ne me suis pas trompé, M. Crouzet? Si, comité directeur, pas président. Voilà, comité directeur. Oh, mais ça y est, officiellement, vous êtes président. Je salue également la présence de nombreux membres de la famille Vedel, qui sont venus de Rosières et d'autres villages ardéchois, mais aussi de beaucoup plus loin. Je salue également les habitants de la commune qui ont répondu présents à cette invitation. C'est par le plus grand des hasards que nous avons découvert qu'Elie Vedel, natif de Saint-Paul-le-Jeune, est mort au camp de concentration de Bergen-Belsen en Allemagne en avril 1945. Daniel Antoniotti reviendra elle-même sur les circonstances de cette découverte tout à l'heure. Comme je vous le disais, Elie Vedel est né à Saint-Paul-le-Jeune le 16 avril 1911. Il est décédé au camp de concentration de Bergen-Belsen le 15 avril 1945. Grâce aux recherches de Daniel et aux documents que la famille nous a transmis, nous avons pu reconstituer le parcours d'Elie. Ce que je vais vous dire, c'est triste, mais je pense qu'il faut le dire. Mars 1943, Elie emprunte le vélo de son père pour se rendre à Marseille. Le motif de son départ, la date et le lieu de son arrestation demeurent encore inconnus. Le 5 juin 1943, il est envoyé avec d'autres prisonniers au camp de rassemblement de Compiègne-Royalieu dans l'Oise. Il sera enregistré sous le matricule 15 516. Le camp de Royalieu est de 1942 à 1944 le lieu de transit des déportés de Mauthausen, Ravensbrück, Buchenwald et Neuengamme. Le 25 juin 1943, Elie fait partie d'un convoi de près de 1000 hommes à destination du camp de concentration de Buchenwald, en Thuringe, et le voyage dure 48 heures. Le motif porté par les Allemands sur la liste est activité communiste. Le 27 juin 1943, Elie arrive au camp de Buchenwald où il reçoit le matricule 1476 et occupe le bloc 10. Il y restera plus de 6 mois. Le 22 janvier 1944, Elie est transféré au tunnel de Dora. Il reçoit le matricule 14 767. Le camp de Dora, également appelé Nordhausen-Dora, est un camp de concentration nazi créé en août 1943 comme dépendance du camp de Buchenwald et destiné à la fabrication des missiles V2. Il devient un camp de concentration autonome en octobre 1944 sous le nom de Dora Mittelbau. 60 000 hommes de toutes nationalités connaîtront l'enfer de Dora pendant ces 20 mois d'existence. 20 000 d'entre eux mourront. Les cadavres partent 2 fois par semaine par camion vers le crématoire de Buchenwald, jusqu'à ce que Dora se dote d'un crématoire en septembre 1944. Le 12 juillet 1944, Elie est envoyé au commando d'Elrich où les conditions d'hygiène et d'alimentation sont inexistantes et épouvantables. Il est affecté au B11, un chantier souterrain à l'est du tunnel de Dora. Elie est ensuite transféré au camp de Bergen-Belsen. À l'approche des Alliés, nous sommes déjà en 1945, enfin 44 plutôt, au début 1945, donc à l'approche des Alliés et des forces soviétiques, Bergen-Belsen devient un camp de regroupement pour des milliers de prisonniers juifs évacués des camps les plus proches du front. L'arrivée de milliers de nouveaux prisonniers, dont beaucoup étaient des survivants des marches forcées, épuisèrent les maigres ressources du camp. À la fin du mois de juillet 1944,
Environ 7300 prisonniers étaient détenus à Bergen-Belsen. La population du camp atteignit 60 000 personnes le 15 avril 1945. Le 15 avril 1945, Elie se trouve donc au camp de Bergen-Belsen, le 15 avril, jour de la libération par les Alliés britanniques. Il fait partie des milliers de déportés pris en charge dans ce camp, suivant des marches forcées partis de Dora ou de Bergen-Belsen. Le camp est surpeuplé et les conditions de vie continuent à se dégrader, notamment à cause des épidémies de typhus et de dysenterie aggravées par l'effet du déplacement massif des populations. Épuisés, malades, nombreux sont ceux qui décéderont après la libération du camp. Elie disparaît à Bergen-Belsen entre le 19 avril et le 1er mai 1945. Et il est déclaré décédé à Bergen-Belsen le 15 avril 1945. Pour éviter d'être dépassé par l'épidémie de typhus qui règne dans le camp de la libération, les Britanniques décident de détruire le camp en le brûlant. Je reviens maintenant sur Elie, un petit peu sur sa vie. Donc Elie était le fils de Paul Vedel et de Chamboredon Mathilda. Il vivait au Monède, dans la maison familiale. Donc pour ceux qui sont de Saint-Paul, c'est la grande maison lorsqu'on monte vers le Frigolet. Il avait 7 frères et sœurs, dont Suzanne, qui par le plus grand des hasards a connu ma mère. Eh oui, on ne peut pas éviter sa mère, c'est comme ça. Donc Suzanne a connu ma mère, en fait, parce que Suzanne était rentrée dans les ordres religieux et exerçait le métier d'enseignante, puis directrice de l'école Notre-Dame de Barbantal dans les Bouches-du-Rhône. Donc j'ai demandé à ma mère si elle se souvenait de Suzanne, parce que ma mère est toujours vivante, elle a 95 ans. Voici ces mots, elle me dit, Sœur Suzanne, c'était la bonté incarnée. Mais elle ne nous a jamais parlé de son frère. Je reviens sur Elie. Que s'est-il donc passé dans la tête d'Elie pour prendre son vélo et quitter le cocon familial à 32 ans? Avec Daniel, on a essayé de reconstituer son parcours personnel. Nous avons peu d'éléments. On sait qu'il s'était mis à apprendre l'espagnol. Pourquoi s'est-il rendu à Marseille? Avait-il des activités clandestines ou avait-il l'envie de partir pour l'Espagne pour rejoindre les forces libres? Les nazis l'avaient fiché comme activiste communiste. On le saura peut-être jamais. Mais les recherches continuent et Madame Cohen-Adé, ici présente, essaye de retrouver sa trace dans les archives de Marseille. Cela ne nous empêche pas de célébrer aujourd'hui sa mémoire, car on n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un, de le condamner aux travaux forcés, de le faire mourir dans un camp de concentration pour ses idées, ses orientations sexuelles et beaucoup d'autres choses. Les régimes totalitaires, quels qu'ils soient, sont les spécialistes de la disparition en masse des êtres humains, lorsqu'on ne partage pas leur point de vue. Aussi, quand cela se produit, et malheureusement ce se produit encore et encore, on doit le dénoncer, certes, mais aussi on doit prendre parti pour ne pas oublier. Je terminerai en vous citant un extrait du discours d'Elie Wiesel. Ils avaient le même prénom en fait. Elie Wiesel, il a fait un discours le jour qu'il a obtenu le prix Nobel de la paix en 1986. Donc je vous cite le paragraphe. Tout s'est passé si vite. Le ghetto, la déportation, le wagon à bétail scellé, l'autel ardent sur lequel l'histoire de notre peuple et l'avenir de l'humanité étaient destinés à être sacrifiés. Je me souviens, il a demandé à mon père, est-ce que cela peut être vrai? C'est le XXe siècle et pas le Moyen-Âge. Qui permettrait de tels crimes soient commis? Comment le monde peut-il rester silencieux? Et maintenant, le garçon se tourne vers moi. Dites-moi, qu'as-tu fait de mon avenir? Qu'as-tu fait de ta vie? Et je lui dis que j'ai essayé de garder la mémoire vivante, que j'ai essayé de combattre ceux qui l'oublieraient. Parce que si nous oublions, nous sommes coupables, nous sommes complices. Et puis je lui ai expliqué à quel point nous étions naïfs, que le monde connaissait et restait silencieux. Et c'est pourquoi j'ai juré de ne jamais me taire quand et où les êtres humains endurent la souffrance et l'humiliation. Nous devons toujours prendre parti. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le tourmenté. Parfois, nous devons interférer. Lorsque des vies humaines sont menacées, lorsque la dignité humaine est menacée,
les frontières et les sensibilités nationales deviennent inutiles. Partout où des hommes ou des femmes sont persécutés en raison de leur race, de leur religion ou de leur opinion politique, ce lieu doit, en ce moment, devenir le centre de l'univers. Aussi, Elie Wedel, tu mérites que Saint-Paul le Jeune se souvienne de toi, et pour ne jamais t'oublier, le jardin à côté de l'église portera ton nom désormais, et cela jusqu'à la nuit des temps. C'est peu de choses, mais c'est déjà ça. Je vous remercie.